le débat sur un éventuel changement de constitution s'invite sur la table. Cette question est vraiment d'actualité en République démocratique du Congo, dans les états-majors politiques. Vous le savez, l'opposition est toujours dans son rôle de dire que cette question constitue une ligne rouge. Est-ce que cette question valait vraiment la peine d'être abordée quand on sait qu'on est dans un pays qui est agressé par le Rwanda? Nous recevons à cet effet M. Tony Ndombe. Bonjour. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors, première question. Vous avez été candidat, député national à Mbanza-Ngongo. Exactement. En fait, j'ai été suppléant d'un candidat député provincial. À Mbanza-Ngongo. Oui. Ah, très bien. Ça, c'est une précision des tailles. Exactement. Maintenant, après les hostilités électorales, qu'est-ce que vous êtes devenu? Disons que beaucoup ont été appelés, très peu ont été élus. OK. C'est le jeu politique, c'est la loi. Cela étant donné que nous avons envisagé plusieurs réformes, mon cabinet et moi, et nous avons décidé d'accompagner certains élus dans leur travail parlementaire. Nous allons apporter un soutien à la fois technique, opérationnel dans le travail parlementaire. Donc, nous n'allons pas travailler dans l'hémicycle, mais nous allons continuer à travailler pour l'hémicycle, à travers nos idées, à travers l'administration. Mais au profit de ceux qui ont été élus. Ah, évidemment, hein. Ils sont là, ils sont élus, il faut les accepter, c'est la loi du peuple. Maintenant, il faut les accompagner. Plutôt que de les critiquer, voir leurs lacunes, nous, on va venir compléter. C'est-à-dire, vous allez commencer à rédiger des propositions de loi. On peut dire cela. Que vous allez soumettre à ces députés. En off, on a déjà commencé déjà. Donc, est-ce que ce n'est pas une façon de rendre ces députés fainéants? Non, écoutez, vous savez, beaucoup apprennent le travail parlementaire. Voilà, c'est un fait. Maintenant, on ne va pas être là à commencer à les critiquer, à les insulter, non. On ne veut pas voir ces fameuses images où on voyait des députés dormeurs, non. Nous, on veut leur donner de la matière. OK? Okay. Maintenant, s'ils sont honnêtes, et s'ils sont vraiment, disons, sincères ou productifs, ils vont participer, hein, pas de problème. Mais nous, on va les aider. Bon, qu'est-ce que vous avez fait jusque-là? Là, pour l'instant, là, je suis en contact avec certains. Donc, je ne peux pas pour l'instant citer des noms. Je suis ici à Kinshasa pour ça. Nous avons apporté 5 propositions de loi déjà, qui sont déjà en gestation. On travaille, on négocie pour l'instant qui, comment, pourquoi et à quel moment est-ce qu'on pourra le présenter. Il y a des réformes, par exemple, sur la fonction publique. Il y a aussi une proposition sur la diaspora ou encore sur l'économie. L'économie, nous avions... Vous savez, nous qui vivons en Occident, nous avons compris que l'économie est la clé de tout. Par exemple, l'Union européenne, par exemple, avant d'être une union d'intégration, est une union économique. Donc nous, on a eu une idée de créer cette union économique provinciale, entre provinces, afin de permettre une collaboration économique entre les provinces, contrôlée par le gouvernement central. Voyez-vous, ça faciliterait un peu certaines choses et ça va valoriser certaines provinces, d'autres aussi. Donc, essayer un peu de faire ce geste, ce petit jeu de complémentarité, donner, recevoir, complémentarité. Mais quand on sait que les mêmes provinces ne produisent pas à la même hauteur. C'est exactement ça. Grâce au gouvernement, il y aura une spécification, une spécialité par province, selon ses qualités. Voyez-vous, vous ne ferez pas du riz ici et aussi au même moment ailleurs, non. Il y aura une étude qui va être faite selon les potentialités de chacune des provinces. Et puis, ce sera le gouvernement qui va imposer. Mais M. Tony Ndombe, la RDC ne manque pas de lois. Les lois existent. Pensez-vous que les propositions que vous allez ramener seront, bon, disons, après validation, après adoption, seront vraiment appliquées? Non, le problème n'est pas forcément qu'il y ait des lois. Il y a toujours eu des lois. On vit dans un monde régi par des lois. Mais plus le temps passe, le temps change, les époques changent, l'environnement s'invite. Alors certaines lois
doivent être abrogées, d'autres amendées. Donc Ou d'autres créés. D'autres créés encore. Parce qu'il y a des nouvelles générations qui arrivent, et il y a un autre regard. Et il y a aussi des lois qui ne sont plus d'actualité, enfin, qui n'ont plus lieu d'être. Donc c'est à ça que sert la révision. Un très grand travail. Félicitations pour ça. Merci. Mais jusqu'à là, aucune proposition de loi ou aucun projet concernant la guerre. Ah, la fameuse guerre. Vous savez, la guerre est une question... La guerre dans l'Est. La guerre est une question très sensible, vous savez, mais assez importante pour en parler. De mon point de vue, vous savez, nous vivons dans un monde régi par des règles, y compris le droit de faire la guerre. Le jus ad bellum ou encore le jus in bello. Quand et comment faire la guerre. C'est régi par l'article 4 de la Charte des Nations Unies, dont nous faisons partie. OK. Donc rien que en voulant faire la guerre, on peut être accusé de coupable. On peut faire défaut. Et ça, nos ennemis le savent. La guerre ne s'appréhende pas de la même manière qu'un civil, un politicien ou encore un militaire. Ça a toujours été assez variable, hein, la compréhension de la guerre. Donc un domaine très sensible, Très sensible. très stratégique. Mais maintenant, parlons de notre adversaire, par exemple. On va le citer, le Rwanda. Beaucoup estiment que le Rwanda est un petit pays. C'est vrai, à juste titre. Démographiquement, De par sa superficie aussi. démographiquement, géographiquement, c'est vrai. Mais le problème, c'est que nous faisons face à un adversaire qui s'est préparé pendant 3 décennies à cette guerre. S'est préparé, disons, sociologiquement, en étudiant l'homme congolais, ses vertus, ses vices, ses peurs, ses craintes, ses goûts, ses croyances. De 2, idéologiquement, en réécrivant l'histoire d'un fameux Rwanda qui va au-delà de la Kivu. En faisant du génocide un catalyseur de l'action d'État. 3, un adversaire qui s'est préparé matériellement, en amassant une énorme fortune à l'Est. Et 4, un adversaire qui s'est préparé diplomatiquement, en se créant une famille à l'international liée par le lien économique. Voilà l'adversaire qu'on a en face de nous. Maintenant, la question est de savoir, nous, comment sommes-nous préparés à cette guerre? Parce que Clémenceau disait souvent que la guerre, celui qui gagnera la guerre est celui qui tiendra les 15 dernières minutes. Ça veut dire que la guerre est longue. Très bien. Ça demande du temps, ça demande de l'argent, ça demande de la stratégie. Nous, comment sommes-nous préparés à cette guerre? Ça, c'est la question. Si vous répondez à cette question, vous gagnez la guerre. Comment vous répondez à cette question, vous? Très bonne approche. Première approche interne. Platon disait que les mots du corps sont les mots de l'âme. On ne peut guérir le corps sans guérir l'âme. Très bien. Voyez-vous? C'est bien. On dit souvent que nos voisins veulent s'accaparer nos richesses. Ils ont raison. Mais la question que je pourrais vous poser aussi, c'est de savoir si le Kasaï jouit de la même manière des richesses que Kinshasa, ou encore le Nord Ubangi, ce que nous voyons ici. Là. Est-ce qu'ils jouissent de la même richesse comme le fait Nous venons de dire ici que toutes les provinces n'ont pas la même hauteur de production. Non, le problème c'est de jouir des richesses. Ah, jouir? Oui. Ok. Est-ce qu'ils jouissent de la même manière? C'est l'égalité des chances et l'égalité pour tous. Si déjà en interne, nous n'arrivons pas à bien répartir nos richesses, à l'extérieur, c'est normal. C'est normal qu'ils peuvent entrer si facilement. Parce que le problème vient d'abord de l'intérieur. Égalité des chances, égalité devant la loi, et surtout les règles. Surtout des règles. Voyez-vous? J'ai suivi un jour un discours du président Museveni qui disait que, on lui a posé la question sur le Congo, il disait que le Congo, c'est comme une maison en construction où il n'y a ni porte ni fenêtre,
vous passez à côté, vous êtes attiré par la curiosité, vous jetez un œil, vous trouvez quelque chose, vous vous servez, vous sortez Sans être inquiété. sans être inquiété. Le premier réflexe, c'est quoi? C'est de revenir. Vous essayez encore, vous n'êtes toujours pas inquiété, et puis ça devient une habitude. Donc voilà pourquoi l'hémicycle de l'Assemblée nationale est très important. Parce que c'est là la base des règles. C'est là où seront établies toutes ces fenêtres et ces portes pour empêcher l'ennemi d'entrer. Ça, c'est du côté. Pendant que même lui-même, le président de cette chambre-là, disons l'ancien président Bosso, puisqu'il est sortant, Oui. disait que c'est dans cette chambre-là qu'il y avait des complices. Oh, c'est un peu trop facile. Tout en demandant aux députés de quitter les groupes armés. Ça, hein. c'est un peu trop facile, vous savez. Vous savez, accuser, c'est facile. Hein. Accuser, c'est facile. Si on commence à accuser, on va accuser tout le monde, vous savez. Accuser, c'est un peu trop facile. Le problème, c'est pas une personne, c'est le système. Le problème, c'est le système. C'est pas une seule personne. Voilà pourquoi il y a eu des élections. Je dis toujours que les peuples n'ont que les dirigeants qu'ils méritent. Vous avez voté des députés. Bah, il faut assumer. Mais il faut assumer. Vous comprenez? C'est un peu trop facile. Lui-même, je ne pense pas que le président Mbosso, là où il est, ait les mains propres. Bref, lorsque vous voyez la RDC, Oui. vous voyez un pays qui n'est pas préparé à faire la guerre avec le Rwanda. Ou à gagner la guerre. Puisque la question ici, ce n'est pas de faire, mais de gagner la guerre face à un pays qui s'est préparé sur beaucoup de plans. C'est vrai. C'est pas que je ne vois pas le pays. En fait, vu de l'extérieur, je ne peux pas critiquer mon gouvernement, ni leur politique. C'est vrai qu'on ne comprend pas un peu trop ce qui se passe. Mais nous espérons qu'ils savent, qu'ils voient ce qui se passe. Vous savez, les choses se sont accélérées. Premièrement, vous avez la mission des Nations Unies qui quitte le Congo. À l'Est, le Rwanda signe un accord avec la Grande-Bretagne pour accueillir des réfugiés. D'office, ils seront protégés par la Convention de Vienne et de Genève parce que ce sont des pays qui accueillent des réfugiés. Donc, ils seront protégés par les Nations Unies. Voilà. Première chose. De deux, vous avez l'UE, l'Union européenne, qui signe un accord avec le Rwanda. Sur les minéraux. C'est les minéraux que le Rwanda n'a même pas. N'a même pas. Mais Qui je sont vous rappelle- pillés ici. Mais ce qui m'étonne, c'est qu'il n'y a pas de débat dessus. Que dit l'accord? L'accord dit le Rwanda garantit à l'Union européenne la fourniture en matière stratégique. Garantit la fourniture de matière que le Rwanda n'a pas. Précisons-le. Et je rappelle Ou également... disons des matières qu'ils trouvent ici au Congo. Non, ça c'est supposition. Okay. Là, pour le moment, le fait est que le Rwanda n'a pas cette matière. N'a pas ces matières. Bon. Et puis, je vous rappelle que ce contrat, cet accord, est un panier d'investissement de plus de 300 milliards de dollars. Vous imaginez ce que ça fait? Investissement privé et public. Donc le Rwanda a son chèque en blanc. A de quoi mener sa guerre. A les mains libres. Vous comprenez? Elle a les moyens. Le Rwanda a désormais le moyen de mener une guerre tranquillement parce que il a 300 milliards en gestation. Qui vont lui permettre d'acheter des armes, oui, de monter toute une stratégie de guerre et surtout, de développer son pays. Surtout, la corruption. On voit par exemple la France aussi, qui vient d'accueillir le président chinois. Le président chinois, le président Tshisekedi aussi, qui a condamné le Rwanda, mais qui vient de signer un accord de 400 millions de dollars et d'euros avec le Rwanda. 400 millions d'euros. Donc vous dites une chose à gauche, et à droite, vous faites autre chose. Et vous savez, quand vous regardez ce qui se passe, on se demande un peu... bon, on ne critique pas le gouvernement, ni nos ministres, mais on se demande à quel moment est-ce qu'ils vont agir. À quel moment est-ce qu'ils vont agir et comment ils vont agir. À quel moment ils vont agir
récemment, le président Tshisekedi Oui. a été en Allemagne, Oui. à Paris, Oui. en Belgique, Oui. même la Hongrie, Oui. qui était la dernière étape de son voyage à l'étranger, Oui. bien qu'annulé, Oui. mais avec comme menu, retirez-vous de cet accord signé sur les minéraux des sangs. N'est-ce pas là une façon ou le moment d'agir, que le président a agi? Vous savez, c'est assez intéressant. Vous savez, c'est assez intéressant parce que, vous savez, quand j'ai fait des études de droit, nous étudions les sciences juridiques. C'est-à-dire étudier le droit à travers la sociologie, l'histoire, l'économie, la psychologie, la philosophie. Ce n'est pas que du droit moniste, mais voir le droit de manière plurielle. Et c'est comme ce qui se passe. Il faut voir les choses de manière générale. Le problème est que, depuis le siècle de Lumière, hein, les nations se sont régies en États et se sont dotées de certaines règles Ok. pour la vie en société. Suivez mon raisonnement. Alors, au-dessus de cette règle, il y avait les droits humains. Les droits de l'homme, liberté individuelle, vous comprenez? Liberté d'expression. Ouais. Et durant 3 siècles, par exemple, à peu près, toutes les règles émanant de ces États puisaient leur légitimité dans les droits humains. C'est-à-dire que ça devait toujours concorder à ce principe humain. Voyez-vous? Mais aujourd'hui, on vit dans une époque où plus rien n'est à découvrir. Tout est tracé. Il ne s'agit plus de vie en société, mais de survie des sociétés. Ok. Les États doivent survivre. Voilà. Et les seules règles qui permettent à un État de survivre, de traverser le temps et l'espace, ce sont les règles économiques. Voyez-vous? Voilà pourquoi on a un problème de diplomatie. Parce que le Rwanda et l'Union européenne ont un point commun. Ils jouent la survie de leur société. Le Rwanda sans la RDC, ça va être très difficile. Et l'Union européenne, la guerre en Ukraine, la guerre en Israël et le climat a changé la donne, économiquement parlant. Donc, eux, ils jouent leur survie. Ils jouent l'économie. Voilà pourquoi ils ont signé cet accord avec le Rwanda. Eux, c'est plus humanitaire. Eux, c'est d'abord la survie. Donc nous, pendant que nous allons crier au nom de la dignité humaine, le Rwanda joue le rapport économique en leur disant, ouais, eux, ils crient, peut-être, mais nous, on vous donne ça pour la survie de votre société, de vos pays, de vos peuples. Le choix est clair entre la survie de mon peuple Donc et la dignité les humaine. intérêts, les intérêts. Exactement. Les intérêts. Voilà. Et maintenant, face à tout ça, que doit faire la RDC? On a vu le président Tshisekedi qui s'est comporté en un dénonciateur, car une personne qui devait garantir vraiment que je suis puissant et que je mène une diplomatie agissante. Maintenant, il faut plus dénoncer. C'est un fait. Voilà. C'est un fait. Vous savez, quand on signe un contrat, c'est un engagement. Hein. Pour revenir en arrière, hein, vous savez, ça a beaucoup de répercussions. C'est un fait. Maintenant, il faut jouer le même jeu que tout le monde. La RDC vit une époque... Non, je pense que la RDC a beaucoup de chance. Beaucoup de chance. Oui. Parce que même le temps joue en sa faveur. L'époque. Pourquoi je dis ça? L'économie européenne est aux abois. Vous comprenez? Le président doit jouer, disons, doit faire du chantage diplomatique. Laisser le côté humanitaire à des grandes ONG, comme la CPG par exemple, qui fait un bon travail, hein, Voilà. très bon travail, qui dénonce. Mais c'est plus le rôle du gouvernement. Maintenant, le gouvernement doit agir de manière comment? Or, le gouvernement se comporte comme des ONG. Comme des ONG. Non, il faut arrêter de là, ça c'est fini. Maintenant, c'est agir, le lobbying. Vous savez, il y a 2 manières de faire du lobbying. Intérêt national
pour son compte propre, pour certains, mais également de manière universelle. Aujourd'hui, on a, grâce au climat, la RDC a la possibilité de faire un lobbying extraordinaire au climat parce que nous faisons partie des pays solutions. Les deuxièmes poumons verts. Alors vous imaginez, là on ne parle pas de la survie d'une nation ou d'un peuple, mais de l'humanité. De l'humanité. Alors est-ce que vous imaginez maintenant si la RDC décide de couper, de se retirer de toutes ces organisations, d'arrêter cette histoire de climat, vous savez ce que ça fera comme tollé en Occident? Toutes ces ONG, les jeunesses, mais ça va être le bordel. Parce que le climat est un fait réel, ça se voit en Occident. On vit ça tous les jours. Alors vous imaginez que si la RDC décide de faire du climat une arme diplomatique, je me souviens que j'ai même envoyé une note à Madame Bombo, je pense, qui est conseillère du président, pour lui dire ça. Pour la COP à Dubaï, je lui ai dit, Madame, que le climat fasse partie des propositions, peut-être même que l'issue de la guerre sera... Je me rappelle que j'ai marqué que l'issue de la guerre sera des mains d'une femme, un truc comme ça. Parce que le climat est un outil de lobbying extraordinaire actuellement. Là, on parle de l'humanité. Et c'est la RDC décide de faire du climat une arme de chantage. Ça ira vite. Très bien, nous devons aller très vite. On vous a compris, vous faites très bien de proposer tout cela. Ouais. Mais pendant ce temps, nous vivons comme si la question de l'agression était un aspect à reléguer. Ouais. Maintenant, on parle du changement de la Constitution. Ouais. Pensez-vous que le moment est opportun? Vous savez, la liberté d'expression, nous, on l'a souvent, on l'a surtout en Europe. Et ce dont vous parlez, c'est ce qui s'est passé à Paris, pour certaines diasporas. Ouais, c'est la liberté d'expression. Mais moi, je demande au président de ne pas faire de l'institution homme, et de faire de l'homme institution. C'est-à-dire? C'est-à-dire, sa gouvernance ne doit pas être régie par la fortune et les sentiments, mais plutôt par la vertu. C'est-à-dire, vous pouvez parler comme vous voulez, mais c'est lui, c'est le haut sommet, c'est lui qui décide. Il doit avoir une vision large. D'abord de l'opportunité de la question. Est-ce opportun? Est-ce l'occasion d'en parler vraiment? L'agression, le taux d'échange, le gouvernement qui ne sort pas, les problèmes D'embouteillage. Il y a tellement, Pas d'eau, pas tellement de d'électricité. problèmes que ça ne pouvait venir que de là où coule le lait et le miel. La diaspora. Ah bah oui. Bon, si il y a un problème par rapport à l'opportunité du moment, Oui. mais plus tard, Oui, ça viendra. ça peut faire l'objet Non, ça doit des faire discussions. l'objet. Non, ça doit faire l'objet. Ça doit faire l'objet. Parce que la Constitution est le reflet d'une civilisation. C'est le reflet... Ça a un caractère anthropologique. Voilà. Au-delà de sa rigidité, hein, de sa solennité, ça doit être anthropologique. Ça doit correspondre à ce que nous sommes réellement. Et pour ça, il faut remettre l'histoire à l'intérieur et tout ça. Donc voilà. Ça devra, à un moment donné, faire partie des débats. Mais dans un Congo assez apaisé et qui tend vers le progrès. Avec des effets rétroactifs? Non, je pense que de revenir en arrière, c'est parce qu'il faut regarder vers l'avant. Je pense qu'il faut avancer. Je pense qu'il faut avancer. Alors, si vous les soutenez, oui, même dans les jours à venir, ça peut faire l'objet des débats. Oui. Jusqu'à toucher les lignes rouges, les dispositions intangibles Non. verrouillées par la Constitution elle-même. Je pense que tout le monde fait son temps. Vous comprenez? Et quand le peuple choisit un dirigeant, il ne choisit pas un système. Il choisit d'abord l'homme. Le pouvoir du président actuel
n'est pas des droits divins, c'est des droits des hommes. C'est lui qu'on a choisi pour ses idées, à ce moment-là. Mais à un moment donné, il faut lâcher les laisses. Donc, je pense que la particularité de la Constitution, c'est le fait qu'il faut qu'il y ait des dispositions intransigeantes, c'est-à-dire rigides, sa rigidité, qu'on ne peut pas toucher. C'est aussi une forme de crédibilité aussi. Très bien. Vous essayez d'imaginer si une autre personne arrive, change. Mais finalement, mais non. Une société caméléon. Non. C'est la rigidité du texte. Vous savez, je vois souvent ici à Kinshasa, enfin, je suis un peu désolé, mais des gens circulaient à tout bout de champ, tiens, la Constitution. Mais si vous allez aux États-Unis, la Constitution, mais c'est comme une Bible. Mais on la respecte extrêmement, donc à l'extrême. La Constitution, on n'y touche pas, on n'en parle même pas. C'est très sensible. Pour eux, c'est déjà un débat clos. Mais ça organise toute la société. Mais ici, au lieu même de parler des lois, directement on saute la Constitution. Vous imaginez? C'est-à-dire que les gens passent au-delà toute la pyramide de normes. Eux, pour eux, non. Le haut sommet, non. On ne touche pas le haut sommet comme ça. Très bien. Alors, nous devons terminer. CPG organise la 2e édition de la conférence Le Congo d'aujourd'hui et de demain, cette fois-ci autour de l'économie. Oui. Votre appréciation, vous êtes parmi les invités d'honneur. D'abord, je remercie le CPG. Vous savez, l'économie. La croissance économique a évolué en fait. D'abord, on est passé par les grandes découvertes, puis il y a eu la révolution industrielle, la nouvelle technologie et tout ça. Et les pays riches ont su multiplier leur croissance, ont su profiter de cela grâce à la productivité. Mais aujourd'hui, les temps ont changé. Le développement se définit plus en fonction de la quantité. Maintenant, on parle de qualité, développement durable, de génération en génération. Voilà. Et qui tient la clé du développement durable? L'Afrique, la RDC en particulier. Voyez-vous? De un. Deuxième élément, l'économie fonctionne en capital. Il faut du capital, à part financier, mais humain également. Or, l'Occident, vieillissante, un peu comme le Japon dans les années 80, la population vieillit. Le capital humain devient rare. Mais nous, on a ce capital humain. Vous comprenez? Donc, on a à la fois l'environnement et le capital humain. On a l'occasion de créer un modèle économique adapté et correspondant à la réalité actuelle. Vous comprenez? Surtout que nous sommes la gâchette. Nous sommes la gâchette. Mais on le dit tellement trop qu'à un moment donné, ça devient juste une chanson comme ça. Vous comprenez? Donc, il faut créer un système où nous, qui serait un peu à l'image du Congo de demain. En fait. Voilà. Vous comprenez? Nous avons la possibilité, parce qu'on n'a pas de modèle particulier économique, on peut inventer un nouveau modèle économique qui reposerait à la fois sur la durabilité, le développement durable et le capital humain. Vous comprenez? Et tout ça, ça part encore d'une chose, des règles. Et puis une politique qui sera là pour un peu coordonner tout ça. Très bien. Donc l'économie est vraiment... Actuellement, c'est vraiment le moteur. C'est vraiment ce qu'il faut. Et je pense que c'était vraiment le moment d'en parler. Parce que c'est l'indépendance, donc c'était vraiment le moment d'aborder ce sujet afin d'avancer. Jusqu'à souligner que l'indépendance économique, jusque-là, c'est encore un rêve pour les Congolais. C'est un rêve. C'est un rêve, mais le plus difficile à croire, surtout pour nous, qui regardons le Congo de l'extérieur, c'est qu'on a tout pour. Mais on n'arrive pas à comprendre comment. Mais comment est-ce où est le problème? Et selon vous, que doit produire comme résolution cette conférence? Très bonne question. J'aimerais que cette conférence ne soit pas un énième tissage de ce que
le Congo a comme opportunité aux minérales, aux terres arables. Non, c'est pas ça le problème. Il faut que ce soit une thèse à grande échelle. Vous savez, une thèse. C'est-à-dire que faut qu'il y ait une résolution. C'est-à-dire que chacun apporte du sien. Et puis, j'espère même qu'il y aura une signature de livre d'or de certains engagements. Parce que je vois le panel de personnes qu'il y aura, de personnalités qu'il y aura, des responsables qui sont dans la gouvernance actuelle. Il faut qu'il y ait un livre d'or. Pas un engagement, forcément, mais au moins que ce soit une thèse à grande ouverte du Congo de demain. De comprendre ce qui se passe actuellement, comment est-ce que le Congo peut profiter de cette transition économique qui se passe. Parce que là, on vit la vengeance du sous-développement sur le développement. Les pays qui sont riches, développés, stagnent désormais. Nous, on peut avancer maintenant, parce qu'ils ont besoin de nous. Maintenant, comment allons-nous profiter de cela? 1. Le capital humain, formation. 2. Égalité des chances, équitabilité. 3. Règles de droit. Le respect des règles, c'est tout ce qu'il faut. Très bien. Ça a été un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Merci, je vous remercie. Des très bonnes et belles interventions au profit des Congolais. Ouais, je vous remercie. Merci pour l'honneur que vous nous avez fait de quitter Brazzaville, vous atterrissez à Kinshasa directement, CPG pour accorder cette émission. C'était un plaisir pour moi. Des très bonnes choses pour les restes. Merci à vous. Madame, Monsieur, c'était un réel plaisir de passer ce moment patriotique avec vous. Vivez heureux, vivez longtemps, vivez 100 ans. Très bien. Allez.